Bonsoir, ravi de vous retrouver pour la 9e séance du séminaire annuel de l'Institut d'études lévinassiennes consacré à la civilisation. Donc, quelques rappels de publication. D'abord, la parution récente du numéro 19 des cahiers sur le thème de la mémoire. Le livre de Gilles Anu, Éloge du TAC, qui est paru aux éditions Libère en février dernier, qui fait suite à Relief de la mémoire, qui avait été publié en 2022. Yvan a fait paraître aux éditions Amsterdam La souveraineté adamique. Et enfin, la parution du livre de Gabriel Pérez, Les derniers maîtres, paroles vivantes de philosophes, publié aux éditions de l'Atelier. Alors la prochaine séance aura lieu à Edmond-Flegg, pour ceux qui sont là, le 29 juin, et René va clore le séminaire sur civilisation d'un œil juif. Alors, dans Difficile liberté, Lévinas écrit « Ce n'est pas par leur originalité que les civilisations sont excellentes, mais par le haut degré de leur universalité, par leur cohérence, c'est-à-dire par le peu d'hypocrisie que comporte leur générosité. On peut tolérer le pluralisme des grandes civilisations et même comprendre l'impossibilité de leur fusion. La nature même de la vérité l'explique, sa manifestation en appelle à des possibilités humaines très nombreuses et par conséquent à des histoires et à des traditions et à des approches multiples. Mais la multiplicité reconnue ne dispense pas l'individu d'un choix raisonné. Le choix ne peut se faire au hasard des goûts subjectifs et des caprices de l'inspiration. Le dilettantisme en l'espèce rejoint la barbarie. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Laurent Twil-Tartour. Laurent Twil-Tartour est écrivain, cinéaste. Il a été élève de Lévinas à 18 ans avant de rejoindre l'Institut d'études lévinassiennes à Paris, un peu après la mort de Béni Lévy. Il a organisé la rencontre entre René Lévy et Michel Onfray en 2015, qui avait été assez controversée. Il est le créateur et réalisateur d'une série distribuée par Apple intitulée Urban Wolf, une série non-verbale multiprimée, librement adaptée du mythe de Gigès dans la République de Platon. Il est installé à Los Angeles chez Sony Pictures et il travaille notamment auprès de l'écrivain américain Bret Easton Ellis sur son film The Canyons. Et il a été invité en 2010 par le MIT à donner un cours sur l'avenir de l'écriture narrative intitulé Future Storytelling. Alors, il est l'auteur, en plus de la série, d'une première nouvelle d'anticipation dystopique, La main capricieuse, éditée aux éditions de la rue Saint-Ambroise. Il est aussi l'auteur d'un essai qui va paraître sur Sacha Guitry en octobre prochain aux éditions Bouquin. Et enfin, en début 2024, il fera paraître un essai sur Jean-Paul Sartre et Béni Lévy, aux éditions Grasset dans la collection Figures. Alors, l'intitulé de ton intervention de ce soir, Koyanis Katsi, l'époustouflant spectacle du désenchantement civilisationnel, laisse entendre que le processus de civilisation, en l'occurrence de la civilisation occidentale devenue planétaire, impliquerait nécessairement un désenchantement du monde, parce qu'il serait fondamentalement, ce processus de civilisation, un processus de rationalisation. Rationalisation de l'action pratique sous la forme de la rationalité économique du capitalisme et rationalisation du monde, de son ordre et de ses lois, le monde comme mécanisme physique sans intention, selon la lecture de Max Weber. Volonté de maîtrise et de domination de la nature et des hommes. Un jour, les dieux se retirent, comme le dit Jean-Luc Nancy, et ce retrait inaugure la vacance du sens, qui est la condition de possibilité de la dévastation du monde. Koyanis Katsi est un nom issu de la langue Hopi, langue uto-aztèque parlée par les Pueblos, une tribu indienne située en Arizona. Ce nom a la particularité d'être un nom composé, forgé à partir de deux termes. En effet, Kuyanis, dans la langue Hopi, signifie le déséquilibre, la démesure, la folie, et Katsi signifie la vie. Littéralement Koyanis Katsi signifie la vie folle. Dans la langue Hopi, pourtant, Koyanis Katsi n'est pas un nom composé qui aurait une seule signification.
Koyaanisqatsi veut aussi dire la vie tumultueuse, la vie désordonnée, la vie qui se désagrège, une forme de vie nouvelle qui appelle une autre manière d'envisager l'existence, et enfin l'emprise de la technique sur la nature. Donc si l'on fait droit à la polysémie du terme et si par vie on entend la civilisation comme produit de l'activité humaine, alors il peut être légitime d'articuler la proposition suivante. La civilisation est démesure, tumulte, désagrégation, destruction créatrice, pour emprunter une expression revigorée par Pierre Quay, en ce sens qu'elle repose donc sur la mobilisation totale de la nature par la technique. Mobilisation totale fondée sur le narcissisme, l'exploitation et l'usurpation, en langue hopi Powakatsi, la vie usurpatrice, ainsi donc que sur le meurtre, la guerre et la violence, Nakwakatsi, la vie brutale en langue hopi. Démesure, usurpation, brutalisation, tels sont les traits qui caractérisent la structure de la pensée prophétique des Hopi, touchant le destin de la civilisation comme forme de l'histoire de l'humanité. Or, le propre du film documentaire de Godfrey Reggio, Koyaanisqatsi, dont tu vas nous parler ce soir, réalisé en 1982, est d'accroître cette conscience aiguë de la rupture de la nature et de la culture, et de montrer, me semble-t-il, que si le processus de civilisation implique dans son développement l'épreuve historique d'un désenchantement inévitable, ce désenchantement ne peut se présenter et s'opérer que sous la modalité du spectacle. Au premier paragraphe de La Société du spectacle, Guy Debord écrit en effet la chose suivante. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Et au paragraphe 4, il ajoute « Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre les hommes médiatisés par des images. » Si la vie des sociétés, c'est-à-dire la vie civilisée, est fondée sur la domination folle de la technique sur la nature, sur son exploitation et sur sa destruction, qui est aussi destruction de l'humanité, alors non seulement le capitalisme comme mode de production moderne est l'essence même du processus de civilisation, le sens même de l'histoire humaine, comme le voulaient Marx et Max Weber, mais davantage encore, le devenir image de ce désenchantement, son époustouflant spectacle, serait l'expression la plus haute de l'irréversibilité de la rupture et de la nature et de la culture, le stade ultime de la destruction. Si la civilisation se fonde sur la domination de la nature par la technique, sur l'exploitation maximale des ressources naturelles et des forces productives, et sur l'extrême violence des rapports des hommes entre eux, comme des hommes à l'égard de la nature, le devenir image de la civilisation, en son caractère époustouflant, ne signale-t-il pas l'avènement du stade ultime de son processus historique, c'est-à-dire sa fin? Dès lors, si le monde comme monde vécu s'est éloigné dans une représentation, la destruction du monde ne peut-elle être appréhendée que par des images. La destruction du monde doit-elle nécessairement se faire spectacle de la destruction du monde? La fin du monde n'est-elle pas un spectacle, c'est-à-dire, avant toute chose, une représentation de la fin? En définitive, l'humanité est-elle devenue incapable d'appréhender son rapport à elle-même et au monde autrement que sous l'angle du spectacle de la destruction? Je te laisse la parole. Alors nous, on va parler ce soir d'un autre film, Koyaanisqatsi. C'est une œuvre d'art visuelle et auditive, un apax cinématographique qui n'a ni devancier ni héritier, un film qui n'est pas fait pour tout le monde, mais qui à coup sûr ne laisse personne indifférent. Il dure moins de 90 minutes et en dit plus long sur la civilisation occidentale que bien des thèses et de longs traités. Il se regarde comme un grand spectacle épique, s'écoute comme un opéra visuel et suscite une force de fascination hypnotique, quasi mystique. S'il est un film destiné à être vu au cinéma, c'est bien celui-là. Ce n'est pas un divertissement, c'est une expérience spirituelle, une expérience cinématographique, hautement philosophique, quasi ésotérique, traitant des enjeux sociologiques, économiques et environnementaux du monde moderne. Une expérience sensorielle qui se transforme en une forme réflexive, une réflexion métaphysique sur la civilisation occidentale, sur laquelle est porté un regard baroque flamboyant que seul le 7e art permet. Exagération du mouvement, contraction du temps, exubération des formes, surcharge décorative, effet dramatique, tension, grandeur, parfois pompeuse. Ajoutons à cela que c'est un film sans personnage, sans dialogue, sans intrigue, sans structure narrative, non verbale, non fictionnelle, dont le réalisateur est un novice de 42 ans
et dont le titre n'évoque rien d'autre que sa propre difficulté d'élocution. Qu'y a-t-il à ne pas aimer là-dedans? Mais soyons déjà heureux que ce film ait un titre, car son auteur s'y refusait obstinément. Il ne voulait pas d'une quelconque dénomination qui puisse permettre de définir la signification spécifique de son œuvre, car pour lui, les images étaient le message, et il ne voulait pas qu'un vocable oriente le sens du film. Il s'est battu longtemps contre son distributeur pour que le film sorte sans être intitulé. Il perdit cette bataille pour des raisons bassement légales et pratiques. Imaginez la complexité de promouvoir et de gérer la vie commerciale d'un film qui n'aurait aucun titre. C'eût été pittoresque, c'est bien dommage pour nous. Forcé de se plier au vulgaire sens pratique, l'apprenti cinéaste opta donc pour une appellation culturellement neutre, qui n'évoquerait ainsi rien à personne, un mot sans bagage culturel, un mot nouveau pour décrire notre vieux monde. Il forma un vocable, comme nous l'a dit tout à l'heure Romain, issu d'une langue amérindienne à tradition purement orale, parlée par les quelques 5000 membres de la tribu indienne des Hopis, l'un des peuples autochtones du sud-ouest du continent nord-américain. Koyaanisqatsi est donc une conjonctive Hopi formée par le mot Koyaanis, qui signifie tumulte, et le mot Katsi, qui signifie la vie. Ce titre a cependant une signification plus élaborée qui ne sera révélée qu'à la fin du film, au moment du générique final, par pure charité chrétienne du réalisateur. Le choix d'une langue indienne par le réalisateur n'est pas anodin de la part d'un Américain et porte une charge rédemptrice pour une civilisation qui s'est constituée fondamentalement par des actes d'ethnocide et de génocide contre les nations autochtones. Ce film a donc un titre, mais ne contient pour autant aucune parole, nul dialogue, pas le moindre voix off, zéro commentaire. La plupart du temps, l'image semble plus importante que l'histoire. Avec ce film, l'image est l'histoire. Le texte laisse place à la texture. Le film renverse l'axiome napoléonien selon lequel un bon croquis vaut mieux qu'un bon discours et ou qu'une bonne image vaut mieux que 1000 mots. Les 1000 images de ce film sont un moyen d'exprimer la vérité du seul mot Hopi, Koyaanisqatsi. Il a cependant un récit, une trame, que l'on peut résumer en une phrase. Koyaanisqatsi dépeint une vision spectaculaire du développement de la civilisation occidentale, depuis la domestication de la nature jusqu'à l'hypercroissance industrielle. Si sa représentation du réel est objective, sa narration, elle, n'est pas neutre. Elle ne se contente pas d'être strictement contemplative. Elle offre aussi un point de vue, un regard critique, puisqu'aucun enchaînement d'images n'est innocent. Le montage joue ici un rôle de régulateur moral. Il donne un sens aux images qui, toutes, indépendamment ou autrement montées, auraient pu vouloir dire autre chose que ce qu'elles évoquent dans l'agencement proposé ici. Si l'on inclut donc au récit du film le propos qu'il véhicule, on peut alors resserrer le synopsis ainsi. Koyaanisqatsi dépeint la course folle du progrès de la civilisation occidentale que seule l'autodestruction menace. Parfaite incarnation de la formule claquante, les civilisations ne meurent pas d'assassinat, mais de suicide. Mais en réalité, le film ne nous parle pas de notre civilisation. Il nous la montre. C'est une espèce de miroir que le film tente au spectateur. Nous sommes invités à regarder ce que nous sommes. Voilà pour le thème. De par sa nature quasi abstraite, le film suscite un éventail d'interprétations infinies. Je vais vous proposer aujourd'hui modestement la mienne, une interprétation totalement inédite à ce jour, qui me semble plus convaincante que tout ce qui a pu être dit jusque-là. Je suis modeste. Mon interprétation arrivera en conclusion. Il faut en effet pour y parvenir que je déploie une analyse qui puisse la soutenir. Voyons quelles sont d'abord les 4 principales interprétations admises à ce jour. La première, ce serait un film apocalyptique. Je ne souscris à aucune des 4, mais je vous les dénonce. Un film apocalyptique, ce serait une vision apocalyptique de la collision de 2 mondes différents, la vie urbaine technologique contre l'environnement. Deuxième interprétation, ce serait un film humaniste, vous voyez, complètement l'inverse, qui véhiculerait une philosophie humaniste sur la Terre, l'empiètement de la technologie sur la nature et la splendeur qui disparaît en conséquence. Troisièmement, ce serait un film qui exotise le banal. Alors là, il y a un peu de vrai. Montrer le monde d'une autre manière. Le film met en scène des images, des cadrages, des plans d'une somptueuse beauté qui jouent sur des effets d'échelle, d'espace et de temps pour montrer au spectateur le monde où il vit sous un angle différent. Une manière inédite de contempler l'ordinaire. C'est vrai. Déplaçant magistralement la fascination pour permettre de rendre le banal spectaculaire. Dans un double mouvement d'une exotisation du familier et d'une familiarisation de l'exotique. Une invitation à regarder notre civilisation sous un jour nouveau. L'intention étant de donner à voir l'ordinaire d'un point de vue extraordinaire. On peut dire que le film renverse un ensemble de traditions sur les films narratifs commerciaux. Dans la plupart des films,
l'avant-plan est l'endroit où se déroule l'intrigue et la caractérisation. Tout est dans l'avant-plan. L'arrière-plan, qui inclut la musique, soutient essentiellement la caractérisation et l'intrigue de l'avant-plan. Koyaanisqatsi éradique tous les avant-plans des films traditionnels et fait de l'arrière-plan l'avant-plan, lui donnant ainsi le centre d'intérêt principal. Et enfin, quatrième interprétation, ce sera un film socratique, offrant une expérience plutôt qu'une idée. Le film inviterait le spectateur à conclure dans le sens qu'il jugerait bon. On peut considérer le film par moments comme une description enthousiaste de la technologie, parfois au contraire comme une vive critique de celle-ci. On sent que son réalisateur s'est efforcé à ne pas chercher à contrôler les réactions des spectateurs. Il n'utilise pas les ficelles habituelles de la propagande filmique, en laissant le spectateur mener sa réflexion propre sans interférence directe avec un discours. En ce sens, le film applique la méthode socratique. Le mieux que l'on puisse faire pour une personne, si l'on souhaite lui faire comprendre quelque chose, c'est de l'aider à ce qu'elle se pose les questions. Et Dieu sait qu'il s'en pose en voyant ce film. Ce ne sont là que les quatre plus sérieuses. Le réalisateur lui-même s'amusera de toutes ces exégèses sans en valider aucune des quatre. Voilà ce qu'il dit à un moment donné. Pour certains, c'est un film sur l'environnement. Pour d'autres, c'est une ode à la technologie. D'autres encore le trouvent profondément émouvant. Et quelques-uns trouvent même que c'est une merde incompréhensible. Tout dépend de la personne à qui l'on s'adresse. C'est le voyage qui est l'objectif. Des mots même du réalisateur. Selon moi, tous les commentateurs sont passés à côté de ce qui constitue la grande innovation narrative du film. Nous y viendrons. Le tournage du film a duré 7 longues années. 7 années durant lesquelles le réalisateur et son équipe ont parcouru l'Amérique pour en faire le portrait de façon très originale, une quête d'excellence et de beauté. Le moindre plan était conçu comme une œuvre indépendante, nécessitant chacun plusieurs jours de mise en place et de tournage. Des innovations techniques ont été inventées, certaines avec un succès tel qu'elles sont devenues depuis des nouveaux standards de la syntaxe cinématographique. Parmi elles, utilisé pour la première fois sur un long métrage, le fameux effet time-lapse. Une exposition ralentie du film avec une caméra en mouvement pendant plusieurs heures, entraînant une hyper-vitesse une fois projetée. Technique reprise abondamment depuis, des formes narratives ont été expérimentées, des formes esthétiques ont été générées. En tant que film indépendant, Koyaanisqatsi est sorti en catimini aux États-Unis le 27 avril 1983, dans une seule salle de San Francisco. La salle fut comble pendant les 15 premiers jours d'exploitation. 6 mois plus tard, le film était projeté dans plus de 50 salles à travers le pays avant de connaître une distribution mondiale ininterrompue à ce jour. Il n'y a pas un jour où ce film n'est pas projeté dans une salle quelque part dans le monde. J'ai vérifié. Quel autre film peut en dire autant ? Sa popularité fait telle que son compositeur Philip Glass mit en place une série de projections concerts événementiels au cours desquels le film est projeté sur grand écran, tandis qu'un orchestre joue la partition musicale en direct devant les spectateurs dans la salle. Ces projections-concerts se déroulent sans discontinuité depuis plus de 40 ans partout dans le monde. En France, le dernier en date eut lieu juste avant le Covid-19, le 6 décembre 2019, à la Philharmonie de Paris. J'y étais, c'était grandiose. Si Koyaanisqatsi fut le succès surprise de l'année 1983, il devint depuis un sujet d'étude majeur et permanent dans les collèges et universités américaines. Sans doute le film le plus étudié et le plus commenté sur les campus hors cursus cinématographique. La bibliothèque du Congrès de Washington a même ajouté Koyaanisqatsi au National Film Registry, en raison de son importance, je cite, culturelle, historique et esthétique. L'entrée au registre d'un film implique la mise en œuvre des moyens de sa conservation et de sa préservation, ainsi qu'une reclassification du film en œuvre d'art. Koyaanisqatsi est donc promis à une éternité qu'ironiquement, le propos du film conteste. Alors à quel genre cinématographique appartient ce film ? Le premier défi auquel nous confronte le film, c'est d'en définir son genre. Documentaire, comme l'a dit Romain ? Pour un regardeur profane, probablement. Mais pour un regardeur avisé, certainement pas. Dans la mesure où, selon la définition d'usage, un documentaire est un film de non-fiction à caractère didactique ou informatique. Or, Koyaanisqatsi est tout sauf didactique. Il défie toute interprétation didactique. Et il nous contraint une lecture bien éloignée d'un simple exercice d'admiration esthétique. Alors, film expérimental, oui, mais pas seulement. Film abstrait, presque. Film transcendantal, ça se défend. En 40 ans d'analyse filmique, le film a eu droit à toutes les genrifications possibles, à part LGBT, dont 2 sont mes favorites. Film opéra et poème visuel.
Mais pour tenter d'en faire une classification rigoureuse, ce soir à l'Institut, je choisis d'écarter tout l'iris pour m'en tenir à la vraie nature de ce film. Je propose de le ranger dans le registre de l'essai cinématographique. Essai au sens littéraire inventé par Montaigne, définissant un texte littéraire qui se prête à la réflexion philosophique. Koyanis Katsi serait donc un film-essai. Mais ce registre étant généralement occupé par des films intimistes, sans envergure formelle et quasi ascétique, je préconise d'y adjoindre l'adjectif épique, qui rend justice à son ampleur plastique et le distingue du tout venant. Koyanis Katsi est donc précisément, pour moi, un film-essai épique. Et il est à ce jour unique en son genre. Alors, qui est donc l'homme qui a conçu tout ça? Je vais vous montrer à quoi il ressemble. C'est une photo qui date de l'année dernière. Voilà, messieurs, dames, Godfrey Reggio. Il s'appelle Godfrey Reggio. Il est né en 1940. Il a passé dès l'adolescence 14 années de sa vie dans un couvent de la congrégation des frères chrétiens. 14 années passées à prier, jeûner et faire silence. Un des vœux des frères chrétiens est l'enseignement gracieux aux plus défavorisés. Vœu auquel Reggio consacra sa vie. À 33 ans, il crée à Santa Fe l'Institut d'études l'Institut pour l'éducation régionale. Fondation à but non lucratif consacrée à la promotion de la formation éducative pour le grand public par le biais de campagnes de pub à message. Bientôt, Reggio ne se satisfait plus de la faible capacité de cette approche. Il décida de passer au prestigieux média de masse qu'était le cinéma. C'est ainsi que naît en 1975 le projet du film Koyanis Katsi. Le film fut financé initialement avec les 40 000 $ qui étaient sur le compte de l'Institut. Mieux loti que le nôtre. À mesure que les images furent tournées, Reggio organisa des projets privés et le film fut majoritairement financé par des petits investisseurs pour un budget final total de 2,5 millions de $. Comme en témoigne le réalisateur, il dit « J'ai trouvé des soutiens providentiels, des personnes qui n'étaient pas intéressées par le retour sur investissement, aux États-Unis, il faut le faire, mais qui aimaient notre projet. Plus de 70 personnes ont investi de l'argent, mais c'est la foi d'une seule personne qui a investi la plus grosse somme qui a permis de réaliser ce film. Cette personne a demandé, et j'ai honoré sa demande, à rester anonyme. Parfois, les héros sont discrets. Reggio, qui n'avait jamais réalisé de film de sa vie, qui n'avait vu pratiquement aucun film, il avait vécu en ermite, qui ne connaissait rien à la technique de prise de vue, eut le flair de s'entourer de talents nouveaux venus absolument inouïs. Alors, avant d'analyser le fond et la forme de ce film hors norme, penchons-nous sur l'élément a priori le plus rébarbatif et qu'on a tendance à sauter ou à voir en accéléré, c'est-à-dire le générique. Il se trouve que ce générique regorge d'enseignements. Commençons par la musique. Alors là, pour les amateurs, c'est un nom qui fait plaisir à lire. Ce long métrage ne serait pas aussi hypnotisant sans la grandiose musique du compositeur Philip Glass. Il est l'un des chantres de la musique dite minimaliste, que l'on appelle aussi musique répétitive. Lorsque le réalisateur de Koyanis Katsi proposa à Philip Glass de composer la musique du film, ce dernier n'avait encore jamais travaillé pour le cinéma. Et il signe donc ici sa toute première bande originale de film. Notons d'ailleurs qu'aucune des personnes ayant travaillé sur Koyanis Katsi n'avait jamais travaillé sur un film avant. Ce film sera donc pour Philip Glass aussi une expérience première. Il composait une musique propulsive, intense, captivante, au lyrisme sombre, qui tend vers l'hypnotisme, une partition urgente et alarmante, avec un recours à seulement quelques instruments. Flûte, clarinette, trombone, alto, tuba, clavier et voix humaines, qui crée une fusion atmosphérique entre l'image et le son. Le morceau d'ouverture n'emploie que quelques notes, un flux constant de musique, entrecoupé d'un seul son humain distinctif, celui d'un chant étrange, obsédant, effrayant et éthéré, du mot Koyanis Katsi, comme un chœur de moine annonçant la fin de toute chose, sur un ton cérémonial grave qui crée une atmosphère apocalyptique. La voix solo de basse profonde, terme technique, a été assurée par l'incomparable, pour les amateurs, Albert de Ruyter, considéré comme la plus grande voix de basse profonde d'Amérique. Une voix caverneuse, lourde, sombre, puissante, avec un registre supérieur expansif. Selon la typologie vocale, la basse profonde est la catégorie la plus grave et la plus basse dans le registre des voix humaines, à l'opposé de la voix de ténor, qui, elle, correspond à la voix masculine la plus aiguë. Les voix de basse profonde, aptes à se faire solennelles,
aussi bien que Sépulcral, sont des voix très rares sur la scène musicale. Philip Glass a engagé le quintet vocal Western Wind pour l'enregistrement de la musique du film. Lors de la session à New York, le baryton Elliot Levine a été confronté à des mesures successives de ré grave bien au-delà de la tessiture d'Elliot. Alors Elliot, il a dit, c'est une anecdote qui est rapportée par Elliot, il a dit alors à Philip Glass, écoutez, je peux essayer de chanter ces ré graves tout l'après-midi, ou alors nous pouvons prendre le téléphone et faire venir Albert. Et il pourra chanter cela, lui, en quelques prises. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ainsi que l'on peut entendre la voix extraordinaire d'Albert de Ruyter. C'est une voix très obsédante et absolument fabuleuse. Chaque fois que j'écoute ce morceau, ça me rappelle à quel point l'existence est profonde. Le scénario, première surprise, 4 noms sont crédités au scénario pour un film pourtant non narratif et non verbal. On pourrait croire à un canular, mais c'est en fait très révélateur de l'important travail de conception scénaristique. Godfrey Reggio est le réalisateur, donc normal. En revanche, les 3 autres noms occupent 3 autres fonctions dans le film qui n'ont d'habitude rien à voir avec le scénario. Ron Freakey est le caméraman, Michael Hoenig est le directeur musical et Alton Walpole est le monteur.
L'importance de leur collaboration a donc dépassé très largement les limites habituelles de leurs fonctions respectives. Les 4 auteurs du scénario, à importance égale et crédités par ordre alphabétique, sont le réalisateur, le responsable de la musique, le responsable des images et le responsable du montage. Ce ne sont donc pas les mots qui ont façonné le scénario, mais la musique, les images et leur assemblage. Du pur cinéma, quoi. Autre carton générique, surprenant. Francis Ford Coppola. Il est le premier nom qui apparaît au générique, dans ce qu'on appelle un carton de présentation. Il est l'un des très rares cinéastes expérimentaux à avoir connu la consécration du succès public mondial. C'est en ayant vu presque par hasard un premier montage de Koyaanis Katsi qu'il a pris conscience de l'importance avant tout le monde de ce film et qu'il a proposé à Radio de l'aider à distribuer son film. Ce n'est d'ailleurs que avec le soutien de dernière minute de Coppola que le film a pu être exploité dans les salles pour le grand public. Il mérite donc amplement son carton de présentation. Le carton de générique le plus surprenant, c'est le dernier. Vraiment, il apparaît à la toute fin. Il mentionne 5 noms qui sont crédités comme source d'inspiration. 2 philosophes français, Jacques Ellul et Guy Debord, dont a parlé Romain, et 2 philosophes autrichiens, Ivan Illich et Léopold Kohr. Et un philosophe, Hopi, David Monnoyer. Ça se prononce comme ça. C'est le genre de carton-titre que l'on voit très rarement sur un film. Alors Jacques Ellul est une inspiration flagrante pour Godfrey Riggio, philosophe, sociologue et théologien protestant bordelais, dont l'aura fut toujours plus importante aux États-Unis qu'en France, où son protestantisme engagé embarrassait davantage. Jacques Ellul est perçu comme l'apôtre de la pensée technocritique, l'ensemble de son œuvre étant dominé par une dénonciation de l'idéologie du progrès, une mise en garde contre l'avilissement de la société technicienne et le caractère anthropophage de la technique. En 1947, il écrivit « L'homme moderne n'est plus considéré qu'en tant que producteur-consommateur, asservi à l'économie, vivant dans le confort et l'immédiateté au prix d'un travail qui l'absorbe et lui évite de se poser des questions morales ou métaphysiques. Il estime par ailleurs qu'il est erroné de ne voir dans la technique que le moyen de nous libérer des servitudes imposées par la nature. Elle est aussi la source de nouveaux types de servitudes. » Guy Debord. La mention Guy Debord comme seconde source d'inspiration renvoie, elle, à 2 œuvres du situationniste. La première est sa conceptualisation de l'idée de la dérive urbaine. Dans son texte publié en 1956 et intitulé « La théorie de la dérive », il la définit comme une errance pédestre en ville sans destination précise, sans autre but que de se laisser guider par ses seules émotions ressenties au hasard du chemin, afin d'appréhender son environnement familier sous des angles radicalement nouveaux, exhortant les citadins à échapper à leur routine quotidienne, en se laissant aller aux sollicitudes du terrain et à des rencontres qui y correspondraient. Koyaanis Katsi est une application parfaite de cette théorie, mais à l'échelle d'un continent, l'Amérique du Nord. La dérive urbaine devenant ici dérive continentale. La deuxième œuvre de Guy Debord, dont Koyaanis Katsi se fait l'écho, est évidemment son film « Hurlement en faveur de Sade », réalisé en 1952. On sent le clin d'œil malin de Reggio à Debord, dont le film dure 64 minutes, Hurlement en faveur de Sade, et qui, à l'inverse de Koyaanis Katsi, ne contient, lui, aucune image. Absolument aucune. Rien d'autre que 64 minutes ininterrompues de longs écrans blancs, successivement noirs, avec une bande-son cryptique et majoritairement silencieuse et parcimonieusement parlante, soit l'absolu opposé de Koyaanis Katsi, la fumisterie en plus. C'est assurément le film dont on doit tous regretter de ne pas avoir assisté à la première projection, parce qu'elle n'a pas manqué d'éclat. Après 40 minutes longues, d'un seul écran noir plongé dans un silence interminable, les nerfs de ces premiers spectateurs découvrant le film ont été chauffés à blanc et soumis à rude épreuve, à tel point que ça a dégénéré en émeute dans la salle. On a voulu, à juste titre, mettre le feu à l'écran et pendre le réalisateur. C'est à partir de ce film qu'on commença à douter du génie de Debord. Ivan Illich était un prêtre catholique autrichien devenu philosophe. Adepte de l'ascétisme, il renonça à une prometteuse carrière vaticane, considérant la curie romaine comme une institution corrompue par la bureaucratie et pervertie par le capitalisme. Lucide. Il choisit alors de vivre littéralement comme un pèlerin errant, refusant pour toujours d'avoir un foyer, se définissant lui-même comme un juif errant et un pèlerin chrétien. Ses premiers essais publiés vont susciter de virulentes polémiques en prenant pour cible d'autres vaches sacrées, l'institution scolaire, l'institution médicale, les systèmes techno-industriels dans son ensemble. Bref, tout ce qui faisait la fierté de la civilisation occidentale. Le principe illichien du dépassement de seuil s'étend à tout et considère que l'école abétit, que la médecine nuit à la santé, tuant la maladie parfois au détriment de la santé du patient,
que l'automobile nuit au transport, que le transport et la vitesse font perdre du temps, que les communications deviennent si denses et aussi envahissantes que plus personne n'écoute ou se fait entendre. Il popularisa l'usage des concepts de contre-productivité et de seuil critique. On voit ça en ce moment. Plus il y a de voitures, plus elles peuvent rouler vite, et moins nous pouvons nous déplacer rapidement. Il n'y a qu'à voir l'état de la circulation dans les grandes villes modernes, actuelles, Paris, Londres ou New York. Les voitures sont plus performantes que jamais, peuvent rouler à plus de 250 km/h, et il nous faut pourtant plus de temps à bord de ces bolides pour traverser Paris d'est en ouest que nous le ferions en vélo. Comme dans la nature, une croissance, dit le philosophe Patrick Thor, continue, contrarie l'utilité première de ceux qui croient. Une pensée critique dont Ioannis Katsi se fait l'illustration. Léopold Kohr, philosophe autrichien, fut lui à l'origine des concepts d'échelle humaine et du très fameux « Small is beautiful », slogan fécond dont il est l'inventeur et qui deviendra en 1973 le titre d'un livre célèbre de son disciple et ami E.F. Schumacher. Dans les années 50, quand tout le monde pensait que la croissance pouvait résoudre tous les problèmes, Kohr était un ferme opposant de cette idée. Il voulait un monde à la mesure de l'homme, un retour à la vie en petite communauté. Ces théories anticipent de plusieurs décennies les idées écologistes de décroissance soutenable ou de développement endogène. Il est connu pour sa formule « Chaque fois que quelque chose va mal, quelque chose est trop gros », qui résume la plus grande partie de son œuvre. David Monnoyer, maintenant. Alors lui, c'est le plus fascinant des cinq, pour moi. C'est un chef traditionnel amérindien Hopi, donc le fils de Yukuma, gardien des tablettes du clan du Feu, qui a fondé Haute-Villa en 1906, une zone d'habitation Hopi semi-autonome du comté de Navajo, dans l'État de l'Arizona. David Monnoyer a vécu 117 ans, avant de s'éteindre en 1987. Il est l'un des 4 philosophes. Alors, il n'aurait pas apprécié qu'on dise philosophe, mais je pense que ça simplifie. Dans la langue Hopi, c'est très compliqué, on dit sage. Bon, moi, je dis philosophe pour faire plus simple. Il est un des 4 philosophes Hopi qui ont décidé de révéler au grand public la sagesse et les enseignements traditionnels Hopi en 1946, après l'utilisation des 2 premières bombes nucléaires sur le Japon. En 1972, Monnoyer et 3 autres sages Hopi, ou philosophes Hopi, ont participé à la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain. On peut voir toute la séquence sur YouTube, c'est extraordinaire. Monnoyer a publié 44 textes de la philosophie Hopi qui sont disponibles en libre accès sur le site de Teshkai Kashi. Je mettrai le lien. C'est une lecture passionnante que je recommande vivement et qui m'a donné à voir une toute autre dimension au livre de l'anthropologue Lucien Lévy-Bruhl sur la mentalité primitive. Il est aisé de comprendre ce qui a fasciné Godfrey Ridgio dans la découverte de la philosophie Hopi. Pour la petite histoire, comment ils se sont rencontrés, il vivait à Santa Fe, au Texas, Godfrey, et il était très proche de la réserve Hopi. Il y avait des amis qui étaient des dévots Hopi, comme il les appelle. Il insistait sur les liens entre son projet... Ils insistaient, ses amis, entre liens sur le projet créatif de Ioannis Katsi et les prophéties du mouvement traditionnel Hopi. C'est ainsi qu'ils lui ont présenté David Monnoyer. Et un jour, il l'a conduit de sa réserve de Haute-Villa à un rendez-vous chez le médecin. Ils sont devenus depuis amis. Ridgio aimait l'idée de nommer son film avec une langue non écrite à l'origine pour évoquer son argument, et Ridgio a demandé la permission à David Monnoyer d'utiliser le mot Ioannis Katsi comme titre. Réfléchissant à la raison pour laquelle, parmi toutes les possibilités, Ridgio a choisi la langue Hopi avec elle leur culture et leur histoire pour encadrer ses pensées, Ridgio a dit « Ce qui définit ma relation avec les Hopi, c'est que j'étais une personne avec une mission qui était aussi la leur, montrer le monde d'une autre manière. » Chose étonnante, beaucoup de films ont été par la suite tournés dans l'esprit de Ioannis Katsi, y compris par son réalisateur Godfrey Ridgio ou par d'autres collaborateurs, mais jamais aucun de ces films n'a atteint le niveau du modèle. Godfrey Ridgio a lui-même sorti de suite à Ioannis Katsi, avec des titres proches évoquant une filiation, Powas Katsi et Nakios Katsi, en 2002. Les 3 formant une trilogie, dite trilogie des Katsi, mais seul le premier, Ioannis Katsi, mérite la classification d'œuvre d'art. Le caméraman Ron Freakey passa également à la réalisation et tourna 3 ersatz de Ioannis Katsi, Chronos en 85, Baraka en 92, Samsara en 2011. Alors l'analogie concerne ici le style et non le forme. Ces autres films ne comportant pas d'aspect poétique ou sociétaux philosophiques, les films sont magnifiques, mais les images ne sont que ça. C'est l'inverse. Les images sont même magnifiques, mais les films ne sont que ça. Ce qu'il manque à tous ces prétendus suiveurs, c'est le génie d'une forme mise en service d'un esprit critique affûté. Ils se contentent d'être contemplatifs sans produire des effets de pensée. En fait, les idées semblent avoir été éliminées dans ces films. C'est un triomphe de la technique des prises de vue somptueuses, mais peut-être sans la présence d'une entité. Il ne s'agit que de belles images,
un pur tour de force technique. Pourquoi parle-t-on d'un film aujourd'hui alors à l'Institut d'études lévinassiennes? Parce qu'il s'agit d'un film qui produit des effets de pensée sans avoir recours au verbe. L'exploit mérite d'être exploré. Il y a ce que le film nous dit et il y a la manière dont il nous le dit. Le film ne délivre pas un message, mais une expérience. Il s'adresse à nos sens et nous invite à la réflexion. Le film n'est pas didactique, il serait plutôt autodidactique. Pendant que le sublime spectacle visuel s'offre aux yeux du spectateur, son esprit ne cesse, lui, de penser. Comme s'il comblait malgré lui le vide des mots. Du coup, l'expérience proposée par ce film ne réside pas dans le déploiement par l'auteur d'une pensée, mais dans le méditatif individuel de chaque spectateur qui développe son propre cheminement de pensée intérieure. L'intention initiale du cinéaste ne pouvant atteindre son but aussi directement que ne l'aurait fait une narration verbale, la question qui se pose à nous n'est pas vraiment « que nous dit le film sur la civilisation ?» ni même plus simplement « que nous dit le film ?» mais elle est « que nous permet de penser ce que le film nous montre ?» La vérité de notre condition y apparaît si authentique, si extravagante qu'elle suscite un effroi saisissant, ainsi qu'une introspection inévitable permise par l'absence de pollution verbale, l'esprit du spectateur compensant le non-recours au verbe de ce film par une activité psychique qui se déploie tout au long de la projection, une invitation à voir et à penser librement, permettant à chacun de se faire sa propre idée. La puissance des images est telle qu'elle invite le regardeur à penser ce qu'il voit de façon autonome et automatique. Comme chez Marcel Duchamp, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Koyaanisqatsi est un objet en mouvement dans le temps dont la signification dépend du spectateur. Ce film, en refusant la verbalisation et en concentrant sa narration sur une grammaire cinématographique purement visuelle et musicale, va parvenir à produire des effets de pensée que nul film bavard n'aurait pu faire, et avec une efficacité plus spectaculaire que bien des livres. Le théoricien du cinéma David Bordwell fit ce commentaire pertinent. Il ne propose aucun personnage, aucun lien de causalité spécifique et aucun ordre temporel entre les scènes. Le film. Il n'essaye pas de nous persuader. Il n'y a pas de narrateur en voix off pour définir les problèmes, rassembler les preuves et indiquer une conclusion. Le film n'explore pas non plus un ensemble de catégories bien définies. Et pourtant, il ne s'agit pas non plus d'un exercice purement pictural à la manière d'une forme abstraite. Il utilise des modèles d'images et de musique pour évoquer des idées et des émotions. Les implications métaphoriques que la poésie véhicule à travers le langage sont ici présentées en images et en sons. Les plans sont liés par des principes d'analogie, de métaphore et d'implication qui devraient évoquer à notre ami Pascal Baquet des choses, puisque c'est le genre de principe que l'on retrouve en effet dans la poésie. Les liens imaginatifs sont imprévisibles, il est donc impossible de généraliser ce modèle formel aussi clairement qu'on le fait pour les modèles narratifs ou rhétoriques. Ce que Godfrey Ridgey veut parvenir à faire de ce film, c'est ce que l'art cinématographique peut produire de meilleur, à l'opposé du cinéma purement commercial. Si le film est certes une révolution esthétique, c'est une révolution qui ne fera pas d'émule. Une révolution stérile puisque sans lignée, mais féconde dans ses effets. Il a cependant marqué un retour à ce que le cinéma avait alors de plus grand, la narration non verbale universelle. Pour en apprécier l'importance, il faut se rappeler ce qu'était le cinéma des origines et comment a été perverti ce qui en faisait son génie. La naissance du cinéma est provoquée par une invention américaine, la caméra, et son corollaire, l'image animée. Inventée en 1890, la première caméra est baptisée kinétographe, d'après le grec ancien kinéto et graphéine qui signifie respectivement mouvement et écrire, saisissant la vraie nature de cette invention, écrire par le mouvement. Son inventeur, le prolifique Thomas Edison, prodigieux rejeton de la civilisation américaine, problème technique, je ne sais plus comment on fait. Il faudrait bien que ça arrive, un iPad. Oh non. Donc Thomas Edison, prodigieux rejeton de la civilisation américaine, qui à lui tout seul englobe tous les paradoxes de la notion du progrès. Inventeur foisonnant du phonographe, de l'ampoule électrique, défenseur acharné du courant continu contre le courant alternatif, qu'il jugeait plus dangereux, cette guerre des courants fut si féroce qu'elle poussa Thomas Edison à promouvoir l'usage de la chaise électrique pour les condamnés à mort comme nouveau mode d'exécution, en usant de toute son influence pour que la chaise électrique fonctionne au courant alternatif concurrent. Avec un art consommé du cynisme, il incita ainsi à l'association d'idées chaise électrique, peine capitale, courant alternatif, afin de discréditer aux yeux du public le courant alternatif qu'il rejetait, privilégiant lui-même le courant continu, en associant désormais le courant alternatif à la mise à mort.
une sombre idée géniale de marketing. L'inventeur du cinéma était le plus grand promoteur de la chaise électrique. Le divertissement de masse associé à la mise à mort institutionnalisée par le talent d'un seul et même homme incarnant le progrès. Né donc d'une innovation technique, le cinéma est la première forme d'art qui soit née de la révolution industrielle et de la civilisation américaine. Koyaanisqatsi s'attaque donc aux effets délétères de ces deux derniers en se servant de l'un de leurs plus glorieux produits, le cinéma. Les premiers films se résumaient alors à un unique plan fixe, caméra posée sur pied, muet en noir et blanc, et d'une durée de quelques secondes à peine. Les films de courte durée sont destinés à être vus isolément par les spectateurs sur des petites visionneuses individuelles à sous, aux États-Unis, les fameux kinétoscopes du fameux Thomas Edison. Spectaculaire en son temps, mais rien d'artistique. Le cinéma des origines était un phénomène de foire, une attraction de fête foraine. Les tout premiers films ne sont d'ailleurs pas des fictions, mais au contraire documentent le réel. L'arrivée d'un train en gare, baignade en mer, les forgerons, bon. Ce sont les frères Lumière, en France, qui organisent la toute première projection publique sur grand écran d'un film, au Grand Café des Capucines à Paris en 1895. Il s'agira de la sortie de l'usine Lumière. On y voit en plan fixe les ouvriers sortir de leur usine en fin de journée. Durée du film, 45 secondes. Impact du film, mondial. Sujet, la vie industrielle. Un sujet de film idoine pour un art né de la révolution industrielle. Bien plus tard, en 1922, sortit le tout premier documentaire de long métrage, Nanook, l'Esquimau. Film muet qui nécessite 8 ans de tournage et qui consiste en une exploration du mode de vie quotidien d'une famille inuite issue d'un peuple autochtone primitif vivant dans les régions arctiques et polaires du Grand Nord américain. Le regard d'un Américain civilisé sur une société indigène primitive. Film réalisé par Robert Flaherty, c'est pour qualifier la particularité de son film que sera inventé le mot documentaire par un journaliste écossais. En tant que première œuvre documentaire de cette envergure, Nanook l'Esquimau a été un film révolutionnaire qui a connu un grand succès commercial. C'est d'ailleurs pour la sortie de ce film que fut inventée et mise en vente dans les salles de cinéma une friandise glacée qui se consomme comme une sucette autour d'un petit bâton et qui fut baptisée une glace Esquimau, en référence à Nanook l'Esquimau, le héros du film. Depuis ce film, l'industrie naissante du cinéma imposera la vente de glace Esquimau comme un usage de consommation associé au film, avant les pop-corn. Et surtout avec les films de fiction, une grammaire cinématographique va commencer à se créer. Le montage devient alors la grande spécificité de la narration cinématographique. Là aussi, le mot montage est pris au vocabulaire industriel, en référence au montage d'une chaîne d'assemblage. Le montage d'un film permet de jouer du temps et de l'espace. Il va combiner différentes échelles de plans, du plan large au gros plan, créant ainsi une tension dramatique dont les combinaisons d'échelles de plans et permet d'inventer un nouveau langage visuel. Tous les choix esthétiques vont rapidement s'avérer être également des choix moraux, idéologiques. Monter des images dans un certain sens n'est jamais innocent et c'est un vecteur d'un parti pris, d'une dimension philosophique, éthique, d'une perspective. On commencera à observer des tendances selon les cinéastes, selon les pays, les cultures. Le travelling est affaire de morale, comme le clama Godard, pour montrer la responsabilité que pèse sur le regard de l'auteur. Le cinéma deviendra aussi un puissant outil de propagande, mot à connotation chrétienne qui a été inventé par le pape Grégoire XV au XVIIe siècle pour qualifier la doctrine prosélyte de la propagation de la foi chrétienne par les missionnaires, en latin propaganda fide. À ce propos, est-ce que Koyaanisqatsi peut être considéré comme un film de propagande ? La propagande, c'est quand l'idéologie propagée insidieusement provient d'une autorité dominante. Or, Koyaanisqatsi est porteur, au moment de sa conception, d'un message plutôt très minoritaire, à la marge. Donc, en aucun cas, c'est un film de propagande. À partir des années 20, la durée d'un film de fiction va commencer à se normer autour de 90 minutes. C'est là qu'on l'appellera long métrage. Parce que c'est le métrage nécessaire de pellicule 35 mm pour fournir 90 minutes de temps de film, ce qui correspond à 2,5 km de pellicule. Donc quand on voyait un film dans les salles à l'époque, on nous déminait 2,5 km de pellicule pour voir un film d'1 heure et demie. Les films sortiront donc des foires et verront la création de salles de projection spécialement dédiées au cinéma. Ainsi va naître l'industrie du cinéma. Les films se faisant plus longs, les histoires ont besoin de se structurer. Des mécaniques narratives se mettent en place, le cinéma devient littéraire. L'écriture de scénario devient une nécessité. On expérimente, on adopte, on produit, les modèles narratifs explosent d'inventivité, sauf à Hollywood. Cherchant à remplir leurs salles, les studios hollywoodiens produisent des histoires simples.
et accessible au plus grand nombre. Ils vont peu à peu adopter la structure narrative en 3 actes, théorisée par Aristote dans la Poétique, qui prône un modèle narratif disant une histoire en 3 parties, l'exposition, la confrontation et la résolution. Élémentaire mais efficace, avec une fin toujours morale, qui convient pour véhiculer les valeurs fondamentales de la civilisation américaine. Le bien triomphant du mal, l'opiniâtreté se trouvant récompensée, la foi en les forces du progrès. Hollywood. C'est au sein de cette industrie naissante que va naître en marge un art nouveau, le 7e art. Des créateurs subversifs inventent le métier de cinéaste, au sens d'auteur du film, et plus seulement simple réalisateur technicien. Ils vont infiltrer cette nouvelle industrie pour tenter d'en produire de l'art, pour transcender le simple exercice de divertissement en y insufflant de la grâce, du style, de la profondeur, du sens, de la poésie. Charlie Chaplin et Buster Keaton aux US, Fritz Lang et Murnau en Allemagne, Eisenstein et Dviga Vertov en Russie, Luis Buñuel et Salvatore Dali en Espagne, Ozu et Mizoguchi au Japon, Hitchcock muet, en Angleterre, Giovanni Patrone en Italie et Méliès et Abel Gans en France. Leurs films muets s'exprimaient dans un langage visuel naissant qui était universel. Pas besoin de doublage ni de sous-titrage. Les films pouvaient être diffusés partout dans le monde sans la barrière du langage. En fait, le cinéma était en train de devenir un nouveau langage universel. Les films étaient certes muets, mais cette appellation ne sera imposée que rétroactivement avec l'avènement du parlant en 1927. Du temps du muet, on les appelait tout simplement des films. Que les films soient muets, personne ne s'en plaignait. Ils étaient porteurs de tant de magie. Contraints de raconter des histoires sans avoir recours au verbe, les plus grands cinéastes des origines ont su faire preuve d'une invention inégalée depuis. L'art cinématographique a donc été un détournement d'usage d'une industrie divertissement de masse par des frondeurs anarchistes animés d'ambitions créatrices nouvelles et d'insolence. La structure narrative des films hollywoodiens va imposer sa domination malheureusement sur le reste du monde. Une narration donc en 3 actes, avec une fin morale, l'emportant sur un cinéma soviétique bien plus inventif dans sa forme. Eisenstein, Kalatazov, tout ça. Des films qui n'obéissent pas à une logique narrative traditionnelle, pluralité, créativité. Cette narration filmique va se formater, les films vont être produits à la chaîne, et en devenant parlant, le cinéma va perdre en poésie. Le recours au verbe va simplifier la narration. La narration visuelle sera déclassée en simple support illustratif. Le rendement commercial va dicter sa loi à la production. Les films vont devenir de purs produits de consommation de masse. Les 2 grands fossoyeurs de l'essor artistique du cinéma furent donc l'avènement du parlant et l'hégémonie du consumérisme américain. L'histoire du cinéma représente la même figure fractale que celle de la civilisation occidentale dépeinte dans le film Kloyanis-Katsi. Une figure fractale ou phénomène d'autosimilarité stochastique est un objet mathématique qui représente une structure similaire à toutes les échelles. Le cinéma est né du néant, s'est développé, a créé ses propres règles, a connu l'hégémonie, et cette victoire triomphale finit par s'autodétruire. En se lançant en 1975 dans la réalisation d'un long métrage non verbal, Godfrey Reggio renoue donc avec la forme d'expression qui a su faire la grandeur du cinéma. C'est un événement considérable. Le retour au cinéma des origines est d'autant plus symbolique que le tout premier film projeté en public sur grand écran, le fameux Sortie de l'usine Lumière des frères Lumière donc, aurait très bien pu faire partie du montage final de Kloyanis-Katsi. On est dans la thématique. Mais si le talent de sorcier de Reggio pour transformer le familier en un visuel fascinant rappelle en effet les premiers films des frères Lumière, l'utilisation brillante du ralenti, du timelapse, de la photographie aérienne et du téléobjectif dans ces films le lie tout autant à Georges Méliès et à l'invention de la magie du cinéma. Kloyanis-Katsi va sortir 2 ans avant un autre film magistral. Je vois plusieurs points communs entre ces 2 monuments cinématographiques. Vous me voyez venir, je parle de Shoah de Claude Lanzmann. Le tournage de ces 2 films a eu lieu à la même époque. Le tournage du premier, donc Kloyanis-Katsi, a eu lieu entre 1975 et 1982, tandis que le tournage de Shoah s'est déroulé de 1976 à 1984. Il est assez troublant de savoir que ces 2 films sans pareil dans l'histoire du cinéma ont été tournés quasiment en même temps sur une période de temps à peu près aussi longue. Tous 2 utilisent initialement un titre obscur, sans évocation initiale pour la civilisation occidentale à qui ils sont destinés. Le titre du film ne s'est imposé à Lanzmann qu'une fois le film fini. Je cite Claude Lanzmann. « Par devers moi et comme en secret, je disais la chose, il met des guillemets. C'était une façon de nommer l'innommable. Comment aurait-il pu y avoir un nom pour ce qui était absolument sans précédent dans l'histoire des hommes? Si j'avais pu ne pas nommer mon film,
Je l'aurais fait. Incroyable. Comme Radio. Le mot Shoah se révéla à moi une nuit comme une évidence, parce que n'entendant pas l'hébreu, je n'en comprenais pas le sens, ce qui était encore une façon de ne pas nommer. Tous deux, les deux films, innovèrent dans leurs formes respectives. Le Shoah est un film d'une durée déroutante de 9h30, un film d'aspect documentaire, mais allant bien au-delà du genre, sans narrateur, sans voix off, sans aucune image d'archive et sans musique. Tous les deux évoquent des crimes de masse de la civilisation occidentale et son obsession technologique. Comme le rappelait Jean-Claude Milner dans Le Juif de savoir, pour Hannah Arendt, le trait distinctif d'Auschwitz relève de la technique. Koyanis, Katsi et Shoah, enfin, ont été financés tous deux principalement par des fonds privés, des bienfaiteurs hors système. Imaginons ce que serait devenu le cinéma si les films étaient allés dans la direction des Koyanis, Katsi, Sol Cuba, 2001, l'Odyssée de l'espace, Shoah, tout ça, au lieu d'avoir cédé à la mercantilisation générale d'un cinéma popcorn. Il eût fallu que les films soient financés peut-être, comme le furent Koyanis, Katsi et Shoah, par des donateurs, des bienfaiteurs, ou du moins une catégorie de films coexistant à côté des films popcorn, comme c'est le cas pour la littérature, où les belles lettres coexistent à côté des romans de gare. Voyons maintenant comment Reggio a construit son magnum opus. Le film est encadré par un prologue et un épilogue, qui ouvre et close le film avec les deux mêmes plans. Celui d'une peinture rupestre, suivi d'une fusée. Le plan d'ouverture est un lent travelling arrière d'1 minute. Un long plan au ralenti, un ralenti extrême qui agit comme une invitation à la réflexion dès l'ouverture, et qui dévoile ce qui s'avère être une peinture rupestre représentant 8 figures effilées. Je vous la montre. Ça, c'est telle qu'elle apparaît dans le film à la fin du zoom, parce que c'est un zoom arrière. Au début, on est vraiment plein dessus, et ça recule, on découvre ça. Cette première image confère une aura de mystère et une certaine émotion quand on pense aux hommes dits primitifs qui les ont peints. Il semble que ces premiers hommes communiquent avec nous à travers ces œuvres laissées sur des roches en témoignage de leur passage sur Terre. On se dit alors que c'est une judicieuse entrée en matière pour évoquer l'aube de la civilisation. Le film ne donne aucun contexte concernant ces peintures. J'ai donc enquêté et découvert qu'il s'agit de la plus grande fresque d'art rupestre au monde qui se trouve sur un site préservé d'Amérique du Nord et qui a été daté du 5e siècle. Je vous montre à quoi elle ressemble en vrai. Et les rapports d'échelle, c'est fou. C'est sur un mur d'Abbey Rocheux que se trouve le gigantesque panneau de pictogramme, communément appelé la Grande Galerie de Horseshoe Canyon, qui s'étale sur 60 mètres de long et près de 5 mètres de hauteur. Dessus ont été peints une vingtaine de figures humaines, des images anthropomorphes, grandeur nature, dont la plus grande mesure 2,10 mètres, là-bas à droite. Ce site spectaculaire comprend à la fois des pictogrammes, figures peintes, et des pétroglyphes, des figures gravées sur la roche avec une pierre pointue. Les figures effilées grandeur nature n'ont ni bras ni jambes, mais contiennent souvent des motifs complexes. C'est sur cette première image que résonnent les basses profondes de la musique de Philippe Glass qu'on a écouté tout à l'heure avec la voix d'Albert de Ruyter. Il n'est pas anodin le choix d'une fresque rupestre pour ouvrir un film épique. Après tout, la peinture rupestre n'est rien d'autre que l'ancêtre du cinéma, une mise en récit visuel. Ici, une fresque cinématographique du continent nord-américain répond à une fresque rupestre du même continent nord-américain. Seuls 15 siècles les séparent. Le deuxième plan du film, enfin du prologue, mais c'est le deuxième plan du film. Second plan du prologue est l'image au ralenti d'un feu puissant, massif. Là aussi, le choix n'est pas anodin. La domestication du feu par l'homme évoque, comme les dessins rupestres, lui aussi le début de la civilisation. Mais là où le dessin incarne la fixation du récit, de l'idéologie, la maîtrise du feu et son utilisation comme source d'énergie initiale et principale de l'humanité symbolisent, elle, l'étincelle originale de la productivité qui mènera à l'ère industrielle. Ces deux premiers plans, l'art rupestre et le feu, représentent respectivement l'idéologie et la technologie. Puis vient le saisissement. Quand le feu s'estompe au ralenti, pour nous révéler qu'il s'agissait d'un feu provoqué par une explosion, celle d'un propulseur d'une fusée. Il s'avère que cette fusée au décollage est Saturne V lors de la mission Apollo 11 qui a emmené le premier Américain sur la Lune. Une métaphore de la célébration de la modernité, du progrès, du développement. L'enchaînement furtif de ces deux images, les deux premiers plans du film,
l'image rupestre et le feu, induit une ellipse temporelle qui contracte en moins de 2 secondes plus de 400 000 ans d'évolution de l'humanité, depuis les origines de la maîtrise du feu jusqu'au pinacle de la conquête de l'espace, ou de l'aube civilisationnelle à l'une de ses plus grandes prouesses technologiques et de ses plus grandes ambitions civilisatrices, l'exploration spatiale. Nous venons d'analyser les 2 premiers plans du film uniquement. Le film en compte encore 382. À ce rythme, nous pourrions y passer la nuit. Ce serait réjouissant pour nos neurones, mais exténuant pour nos nerfs. Je propose donc de survoler le reste du film dans ses grandes articulations uniquement pour en finir. N'adhérant pas au découpage communément admis par l'Académie des études cinématographiques sur ce film, qui pour moi ne comprennent rien à ça, je préfère le découper pour ma part en 3 parties distinctes, hors prologue et épilogue. Premier volet axé sur la nature qui symbolise les origines du monde. Un second volet sur l'asservissement de la nature par l'homme. Et un 3e volet sur l'asservissement de l'homme à sa propre création. Alors, le premier volet, la nature. Le premier acte du film évoque les origines de la création, étrangement fidèle à la chronologie du récit biblique des 5 premiers jours de la Genèse. Des plans aériens du désert, des vastes étendues rocheuses, une nature rude et pure, dépourvue de vie. Puis apparaissent des nuages, puis l'eau, indifféremment. Les nuages du ciel en accéléré et les vagues de la mer au ralenti se confondent en une unité organique. Des flots de nuages font des roulements sur les sommets des montagnes et se déversent sur leurs flancs qui leur donnent l'apparence et la consistance de l'eau et qui renvoient inévitablement au fameux verset de la Genèse Béréchit, au 3e jour. Dieu sépara les eaux du haut et les eaux du bas. L'air et le feu fertilisent la terre, les premiers oiseaux prennent leur envol, la végétation prospère, la nature se fait édénique jusqu'à ce que survienne l'homme.
La création du monde par Godfrey Ridgeo. Cécile B2000 n'aurait pas fait aussi bien. Le deuxième volet maintenant, l'asservissement de la nature par l'homme. Le second acte commence avec l'apparition de l'homme. Et son entrée est fracassante. Il s'ouvre par des explosions minières et se clôt 10 minutes plus tard par une explosion atomique. Entre les deux, l'homme. Ou plus exactement, l'asservissement de la nature par l'homme. L'homme, il martyrise la terre, il la rudoie, la souille, la soumet, la subjugue. Le progrès dans toute sa gloire. L'industrialisation massive, brutale, monumentale. Dramaturgie visuelle et puissante. Des camions miniers crachent des nuages de poussière. Des usines expulsent des fumées noires. Le réseau autoroutier défigure les paysages. La terre semble agoniser sous les coups de butoir de l'homme civilisé. Les plans s'enchaînent, pipeline, pylônes électriques, centrales thermiques, exploitation minière. L'homme bâtisseur semble davantage détruire que construire. Et quand, dans un plan magistral, les Occidentaux se prélassent en maillot de bain avec femmes et enfants sur une plage californienne, celle-ci jouxte en arrière-plan une centrale nucléaire menaçante, dont la présence n'indispose aucun villégiateur. Industrie touristique en harmonie avec l'industrie nucléaire. Le même procédé associatif tisse un lien entre l'industrie automobile et l'industrie de l'armement, puis entre l'aviation civile et l'aviation militaire. Vues aériennes de champs de voitures neuves et de chars d'assaut saillants, des avions civils Boeing filmés en majesté, tels des monstres d'acier fascinants. D'ailleurs, la magnificence de la scène où un Boeing 747 roule à l'aéroport international de Los Angeles, avançant de manière presque éthérée sur le tarmac, sorte de monolithe sur roue de 2001 l'Odyssée de l'espace, accompagné par la musique transcendantale de Philip Glass, mérite qu'on voit ça pendant 1 minute 30. Merci Charles. Puis s'enchaînent après ça des avions de chasse militaire. La scène
La science et le génie humain symbolisés par la formule E égale MC2. L'hommage au génie humain est ici sarcastique puisque cette formule a conduit à l'arme nucléaire. Un long et sensuel travelling avant sur Fat Man. Fat Man, c'est le sobriquet de la bombe atomique lancée sur Nagasaki le 9 août 1945 par l'armée de l'air américaine. Une Fat Man flambant neuve, brillante, prête à l'emploi, filmée comme pour nous donner envie de l'acquérir ou pour se gargariser de sa création. Le progrès a mené à Fat Man. Le progrès permet désormais à l'homme d'atomiser ses semblables. Le progrès est un motif de fierté. La bombe atomique est le motif de gloire ultime de cette civilisation occidentale. Toute cette ironie-là est dite en un plan de 10 secondes. Comprenez, ce n'est pas moi qui parle, je vous dis ce qu'il nous montre. Non contente d'asservir les siens à son idéologie, cette civilisation vorace veut exporter ses valeurs comme elle exporte ses marchandises. Cette seconde partie s'est ouverte en évoquant l'anthropisation de l'Amérique. En géographie et en écologie, l'anthropisation est la transformation de l'environnement, sol, roche, espace, paysage, écosystème, par la présence de l'être humain ou par son action. C'est à proprement parler une artificialisation de la nature par l'homme. Un milieu est dit anthropisé quand il s'éloigne de sa naturalité. Mais plus remarquable encore, ce deuxième acte du film, illustrant l'asservissement de la nature par l'homme, préfigure quasiment prophétiquement l'apparition d'une innovation conceptuelle qui émergera 20 ans après la sortie de Koyaanisqatsi et qui a remis en question l'idée même de progrès dans la civilisation occidentale. Je veux parler de l'anthropocène. Le mot apparaît pour la première fois en l'an 2000 dans un article scientifique rédigé par le prix Nobel de chimie néerlandais Paul Crutzen. Il a proposé le terme anthropocène pour qualifier ce qu'il a identifié comme étant une nouvelle époque géologique de la planète. Une époque en géologie est une unité de temps spécifique du système global de datation chronologique terrestre qu'on appelle échelle des temps géologiques. Cette échelle des temps géologiques débute avec l'âge estimé de la Terre, soit environ 4,6 milliards d'années. Cette échelle comprend 5 sous-divisions gigognes, allant de la durée la plus longue à la plus courte, l'éon, l'ère, la période, l'époque et l'âge. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère cénozoïque, dans la période quaternaire et dans l'époque dite holocène. L'ère cénozoïque actuelle a débuté il y a 66 millions d'années, soit à partir de l'extinction des dinosaures. Et à l'intérieur de cette ère cénozoïque, notre époque contemporaine dite holocène a, elle, débuté juste après la dernière période glaciaire, il y a à peu près 12 000 ans. Donc, ce qu'a proposé le prix Nobel Paul Crutzen est une première depuis 12 000 ans. Il nous dit que l'époque holocène en vigueur jusque-là serait désormais dépassée et qu'il faut admettre l'existence d'une nouvelle époque géologique caractérisée par l'empreinte humaine sur l'environnement planétaire. Empreinte si prépondérante qu'elle prévaudrait sur les grandes forces de la nature en termes d'impact sur la Terre. On croirait qu'il a vu Koyaanisqatsi. Les limites de chaque époque sont caractérisées principalement par des renouvellements drastiques dans les sédiments. Le calendrier officiel de la planète est tenu à jour par l'ICS, la Commission internationale de stratigraphie. La stratigraphie, c'est la discipline scientifique qui étudie la succession des différentes strates géologiques. Ces techniques de datation ne cessant de s'enrichir et de se faire plus précises, les échelles doivent être périodiquement remises à jour. Ainsi, tous les 4 ans, l'ICS statue officiellement sur la dénomination et le recalibrage des différentes divisions des temps géologiques. Depuis 22 ans que le terme concept anthropocène a été proposé par Paul Crutzen, l'ICS ne l'a toujours pas officiellement ratifié. Les géologues et les stratigraphes n'ont pas l'habitude de se précipiter pour valider une nouvelle époque géologique. Il leur faut trouver des preuves irréfutables dans les sédiments, des discontinuités dans les couches géologiques ou dans les minéraux, comme par exemple lors de la collision du météorite qui frappa la Terre il y a 66 millions d'années et qui généra un apport brutal de matière extraterrestre identifié comme un nouvel élément, un nouveau métal, l'iridium, et dont on a trouvé un peu partout sur Terre une couche flagrante dans les sédiments. Cette couche d'iridium nous donne un marqueur permettant de dater cet événement comme le début de l'ère cénozoïque. Or, dans le cas de l'anthropocène, la causalité étant trop récente, il n'y a pas encore beaucoup de sédiments. Hormis une nouvelle couche de détritus plastiques, c'est pas des blagues, variés, coincés entre une couche de calcaire et une couche de marne grise, un plastigoméra. Ça a été défini comme ça par les géologues. C'est-à-dire c'est du plastique compressé et minéralisé qui se retrouve pris dans les sédiments. Mais les principaux marqueurs récents se trouvent plutôt dans l'atmosphère, dans les changements de la teneur en carbone, par exemple. C'est d'ailleurs le cycle du carbone
que Paul Cruzen avait mis en avant comme un des marqueurs principaux justifiant la rupture anthropocène. Or, l'atmosphère n'est pas une preuve dure pour les géologues. On trace l'atmosphère le plus souvent avec des bulles de gaz qui sont emprisonnées dans les carottes glaciaires, prélevées dans les pôles, et ces bulles d'air correspondent à l'état de l'atmosphère relative à sa datation. Le problème, c'est que ces bulles s'évaporent avec le temps. Donc les géologues s'opposent aux glaciologues pour valider le fait que ces bulles constituent des preuves légitimement fiables. Il y a donc une bataille entre scientifiques qui ont chacun des normes de preuve des cultures épistémologiques différentes. Rappelons-nous que la dernière fois que l'ICS a officiellement validé la dénomination d'une nouvelle division des temps géologiques, c'était au XIXe siècle, quand l'époque dite Holocène a été ratifiée, précisément en 1880, après avoir été proposée pour la première fois en 1830 par le géologue Charles Lyell. L'ICS a donc mis 50 ans pour valider la proposition du géologue. Donc, le fait que depuis son introduction en l'an 2000, l'Anthropocène n'ait toujours pas été ratifié par l'ICS n'est pas un signe de réfutation, du moins pas encore. Pour les causalités maintenant, puisque l'Anthropocène se caractérise par le poids de l'activité humaine dans l'histoire et le destin de la Terre, donc les humains sont des acteurs géologiques. Et donc, les sources qui documentent les activités humaines, philosophie, histoire, politique, économie, sont aussi importantes, à mes yeux, que les sources qui documentent les impacts tels qu'on les observe dans les couches géologiques. Un film comme Koyanis Katsi, qui documente comme jamais les activités humaines sur Terre à un temps donné, aurait donc autant d'importance qu'un marqueur géologique. De même pour l'histoire des sciences et des technologies, l'histoire de l'économie et l'histoire, bien sûr, de la pensée. Or, que nous enseigne une lecture croisée de l'histoire sociale et de l'histoire de la pensée occidentale quand on s'y penche? On y découvre que nombreux, très nombreux, furent ceux qui distinguèrent dans les lumières éblouissantes du progrès technique l'ombre de ses dangers. Les masses, les peuples ont toujours montré beaucoup de réserve à l'adoption de nouvelles normes énergétiques, à l'entérinement généralisé de nouvelles technologies. Au cours des 3 derniers siècles, le prolétariat a systématiquement émis des critiques et des contestations contre les risques et les nuisances induites par les grandes innovations de l'entrée dans la modernité industrielle. Que ce soit le passage au charbon, l'adoption de la machine à vapeur contre l'hydraulique, la propagation des voitures individuelles contre les tramways, les aménagements titanesques de réseaux autoroutiers interétatiques, l'avènement des maisons individuelles construites en série aux États-Unis, la pétrolisation, la production de masse, le consumérisme, ont tous été accueillis avec scepticisme. Ces critiques populaires furent surmontées et réduites au silence par des élites économiques, politiques et intellectuelles, dont nombre de philosophes, pour qu'advienne la société industrielle des forces du progrès. L'histoire nous démontre que la transformation des sociétés est due à des causalités, que ces causalités sont des dynamiques sociales et qu'elles ont été le plus souvent initiées par un petit nombre d'acteurs, de petits groupes qui avaient plus de pouvoir que les masses et qui ont pris des décisions aux conséquences globales à la place des grandes masses. Des historiens comme Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil ont démontré que l'époque anthropocène n'est pas advenue dans une sorte de déterminisme technologique ou de frénésie moderniste, ni dans une sorte d'aveuglement progressiste à notre insu. Au contraire. Quand on se penche sur la généalogie de la pensée occidentale, on observe qu'elle a joué un rôle de premier plan dans ce qui a entraîné le déraillement de notre biosphère. On découvre à quel point tous les savoirs, les plus illustres philosophes, ont légitimé a posteriori des transformations technologiques qui ont permis, en promouvant le progrès, de passer outre les craintes, de dissiper les doutes, de circonvenir les plaintes, de marginaliser les alertes, de désinhiber la modernité industrielle. Les grands penseurs occidentaux ont créé les conditions culturelles de l'entrée dans l'Anthropocène. Et par un retour de bâton, l'entrée dans l'Anthropocène marque la faillite du progrès, considéré comme continu, cumulatif et sans fin. Ce progrès, qui incarnait une promesse d'améliorer notre condition en dominant la nature, Descartes, en nous arrachant à tout déterminisme naturel. Plus notre société s'est civilisée et plus elle s'est sciemment distancée de la nature. Nos sciences humaines et sociales, notre monde universitaire, notre architecture de savoir se sont construits en ignorant tout processus naturel. Notre civilisation tout entière illustre la disjonction temporelle entre l'histoire de la nature et celle de l'homme. Une séparation temporelle, séparation entre nature et culture, séparation ontologique. C'est parce que la modernité industrielle a pensé la nature comme extérieure qu'on serait entré dans l'Anthropocène. Je mets le conditionnel. C'est un facteur culturel, une idéologie dans laquelle on se représente la nature comme extérieure et immobile qui nous a désinhibés et qui a autorisé pour entrer dans un modèle de développement des formes de rapport au monde qui auraient fini par faire basculer la planète de l'Holocène vers l'Anthropocène. Cette nature à laquelle on a cru s'arracher nous revient en boomerang. Un des facteurs du désenchantement civilisationnel est le retournement d'une croyance dans le progrès en un constat de l'assujettissement de nos vies à des contraintes non maîtrisées, à des certitudes radicales. Si l'avènement d'une période anthropocène est encore en cours de validation, il y a un autre point encore plus fascinant qui divise les experts. C'est celui de savoir quand aurait démarré l'Anthropocène.
4 hypothèses pour faire débuter l'Anthropocène. 4 dates différentes, 4 possibilités. Et là encore, la géologie et les sciences dures ne sont pas les seuls critères pris en compte. Chaque type de récit est porteur d'un type de vision du monde. Chacune de ces 4 dates implique une causalité différente et donc un coupable différent. Pour les départager, les sciences dures sont confrontées aux idéologies souvent encore plus dures. Selon ces 4 hypothèses, le coupable du passage à l'Anthropocène serait, dans la première, l'humanité dans sa globalité, dans la seconde, les Occidentaux, dans la troisième, la révolution industrielle, et dans la quatrième, purement les Américains. L'hypothèse numéro 1, l'entrée dans l'Anthropocène daterait de 5000 ans. Car c'est depuis 5000 ans que les humains ont une empreinte géologique sur l'histoire de la Terre, ce qui remonterait donc au début de l'agriculture, qui va augmenter significativement la teneur en méthane et en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est donc quand les chasseurs-cueilleurs sont devenus sédentaires que le basculement de la planète a commencé. Il y aurait donc un coupable universel qui serait l'humanité. L'espèce humaine tout entière, les groupes sociaux n'étant pas ici différenciés. Pour l'hypothèse numéro 2, l'entrée dans l'Anthropocène date de la conquête de l'Amérique. Alors la conquête de l'Amérique a mené au plus grand bouleversement de population depuis les 12 000 dernières années, reliant en un réseau commercial global l'Europe, l'Afrique et la Chine, provoquant le mélange de biotopes auparavant séparés entre l'ancien et le nouveau monde, échange de biens agricoles, de plantes, de bétail, de métaux précieux, de marchandises, de technologies, de cultures, d'idées, de populations humaines et de maladies infectieuses, un transfert généralisé connu sous le nom d'échange colombien. Soit une réorganisation radicale de la vie sur Terre. Entre les nouveaux microbes et le génocide des peuples amérindiens, la population d'Amérique est réduite par 10 entre 1992 et 1650. Cette perte humaine massive entraîne une reforestation et une mise en friche des terres qui capte le dioxyde de carbone et réduit drastiquement la teneur de CO2 dans l'atmosphère et donc refroidissement climatique. Dans cette hypothèse, c'est la faute à l'Occident capitaliste qui serait coupable de l'entrée dans l'Anthropocène. L'hypothèse numéro 3. L'entrée dans l'Anthropocène daterait de la révolution industrielle. C'est l'hypothèse mise en avant par Paul Crutzen. Il propose de faire démarrer l'Anthropocène avec la révolution industrielle, précisément en 1784, date symbolique d'un brevet qui perfectionnait la machine à vapeur. Puisque c'est le cycle du carbone que Crutzen a identifié comme marqueur temporel, pour alimenter la machine à vapeur, en effet, on se met à extraire de façon massive le charbon du sol, qui est à l'état solide dans la croûte terrestre. Puis on le brûle à la surface, et il passe ensuite à l'état gazeux dans l'atmosphère, sous le nom de carbone, ou dioxyde de carbone, ce qui va dérégler toute la circulation de cet élément géochimique à l'échelle planétaire. Une rupture anthropologique importante fut le passage d'une base énergétique hydraulique et éolienne à une base énergétique fossile, qui vient de la Terre. Quand l'énergie provient de l'eau et du vent, on doit composer avec la nature, s'adapter, en faire une partenaire, elle est variable. Quand l'énergie provient du charbon, on peut la stocker sans fin. On la domine, on l'accumule. Entre 1800 et 2022, la consommation énergétique de la planète a été multipliée par 50, la population dans la même période multipliée par 7, et selon Thomas Piketty dans son remarquable livre sur le capital, a été multipliée par 134, le capital, 134. Selon cette hypothèse, c'est la révolution industrielle qui serait coupable de l'entrée dans l'Anthropocène. Et enfin, l'hypothèse 4, l'entrée dans l'Anthropocène daterait de la création de la bombe atomique. C'est la date aujourd'hui la plus consensuelle auprès des experts. En janvier 2015, 26 des 38 membres du groupe de travail international sur l'Anthropocène publièrent un article suggérant que l'essai nucléaire Trinity du 16 juillet 1945 aux États-Unis était la limite chronologique à retenir pour marquer le début de cette nouvelle époque. Les bombes atomiques ont provoqué l'apparition de certaines matières radioactives, des radionucléides qui n'existaient pas sur Terre avant l'invention de la bombe atomique. La comptée de cette date, les teneurs en radionucléides marquent un pic avec les centaines d'essais nucléaires atmosphériques en plein air qui eurent lieu entre 1945 et 1962, puis en 1962, un accord international pour stopper les essais nucléaires atmosphériques. Les essais devront désormais être souterrains. Maintenant, un mot sur l'espérance de vie, parce qu'il faut considérer 3 marqueurs forts de l'idée de progrès. La longévité, l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Cette dernière étant de loin la plus symbolique des 3. Tout d'abord, la longévité, c'est la durée de vie pour laquelle on est programmé en tant qu'espèce biologique. Notre longévité n'a pas évolué depuis des siècles, elle est toujours estimée, comme Moïse, à 120 ans. Le progrès n'a rien pu n'y faire. Deuxièmement, l'espérance de vie, elle, désigne en revanche le temps de vie moyen. Figurez-vous qu'elle se réduit avec constance ces dernières années aux États-Unis.
Une personne née aux États-Unis en 2022 a actuellement une espérance de vie de 76,1 ans. En additionnant les reculs de 2020 et de 2021, cela fait un total de 2,7 années de moins, soit le plus gros déclin en un siècle aux États-Unis. Le progrès en est la cause. Enfin, l'espérance de vie en bonne santé, le marqueur le plus fort de tous, puisqu'il indique le nombre d'années que l'on peut espérer vivre sans être malade ou invalide. Elle est elle-même en baisse régulière dans tous les pays industrialisés. Le progrès en est la cause. Sa diminution graduelle est causée par la poussée des maladies chroniques, obésité, maladies cardiovasculaires, cancer, liées à l'hyperproduction, le productivisme, et à l'hyperconsommation, le consumérisme. Les progrès scientifiques et techniques résolvent par la médecine des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés par la modernisation des modes de vie. Il y a 60 ans, c'était les maladies infectieuses qui étaient la première cause de mortalité dans le monde. Dans les sociétés industrielles aujourd'hui, ce sont les maladies chroniques. Un mot sur le passage au charbon. On peut se demander si le passage à la vapeur était une étape inévitable d'évolution. Le passage au charbon pour les industries textiles pour adopter la machine à vapeur n'avait rien de rationnel, d'efficace ou de naturel. Ce que l'histoire des sciences et des techniques montre, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme énergétique. Il n'y a pas de déterminisme technologique non plus. C'est là aussi l'idéologie qui a poussé au passage au charbon. Vous allez voir où je veux en venir. En 1830, les industriels britanniques du textile se mettent à abandonner l'énergie hydraulique, les moulins, pour recourir à la machine à vapeur. Or, à ce moment, l'énergie à vapeur, le charbon donc, coûte beaucoup plus cher que l'énergie hydraulique. Transport du charbon, méthode lourde contraignante. Ce n'est donc pas pour des raisons purement économiques et financières ou techniques que cette transition est motivée, sachant de plus que l'énergie à vapeur était dangereuse et instable. Les machines explosaient souvent et provoquaient des morts et des dégâts matériels. Alors pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, l'indépendance. L'énergie hydraulique était limitée et ne polluait pas, mais elle impliquait une organisation collective de l'énergie. Il fallait s'organiser collectivement pour investir dans les réservoirs, des barrages, des retenues d'eau et décider collectivement de l'ouverture des vannes pour alimenter les moulins de chacun. C'est précisément pour s'émanciper cette dépendance collective que les industriels britanniques ont opté pour une alternative individualiste où chacun peut produire au rythme de ce qu'il veut quand il veut pour être beaucoup plus flexible au détriment de l'intérêt général. Deuxième point, c'est l'énergie hydraulique impose de s'implanter le long des rivières. Pour cela, il faut y amener les ouvriers, leur construire des villages. Ces colonies industrielles nécessitent de gros investissements, des investissements très risqués dans le contexte social de l'Angleterre des années 30, 1830, où les mouvements insurrectionnels se succèdent, avec notamment le mouvement chartriste. Et les grèves rendent les dirigeants industriels impuissants qui ne peuvent pas aisément implanter de nouveaux ouvriers le long des rivières pour remplacer les grévistes. Or, la machine à vapeur nourrie par le charbon permet de produire en ville, où prolifère un véritable vivier de prolétaires qu'on peut remplacer à l'infini s'il s'avise de se mettre en grève. En passant à la vapeur, l'entrepreneur reste maître de son énergie et de sa main-d'œuvre. Ce n'est pas un progrès technologique ni l'intérêt collectif qui motive ce passage à la vapeur, mais les considérations des plus riches. Ainsi, le passage d'une base énergétique hydraulique et éolienne à une base énergétique fossile entraînait une rupture anthropologique importante. Quand l'énergie provient de l'eau et du vent, on doit composer avec la nature, s'adapter, en faire sa partenaire. Quand elle vient du charbon, on peut la stocker sans fin, on la domine, on l'accumule. Avec le charbon, on a l'impression que la nature est un grand magasin. Et ça m'a fait penser à un enseignement donné par René Lévy. Il y est question du rapport à la propriété dans les textes de la tradition juive. Précisément dans le traité des Pères 3.16, il y a une magnifique parabole. Tout est donné sur gage. La boutique est ouverte et le boutiquier fait crédit. Et celui qui veut emprunter peut venir et emprunter. Il y est question du monde disponible pour l'homme. La boutique est ouverte et l'image d'une nature disponible, ouverte aux hommes. Il est question de la prise des choses par l'homme. L'homme prend. Ce qui caractérise l'homme naturel, l'homme civilisé ou primitif, c'est la voracité. Prendre. Pour l'homme naturel, le monde est à prendre. Son rapport au monde est celui de l'appréhension. Le monde se donne à prendre. L'homme, enivré de son pouvoir de disposer des choses, cet homme, c'est l'homme sauvage, le vorace. Par ce pouvoir d'en disposer, il veut marquer à tout prix son emprise sur les choses, jusqu'au pouvoir de destruction. L'homme civilisé n'est jamais qu'un homme naturel sous les oripeaux des sciences et des arts, nous dit René Lévy. Or, selon Rabbi Akiva, le monde n'est pas à prendre, le monde est donné sur gage. Akol natum beravon. Tout nous est donné sur gage. Cela veut dire que rien ne nous est donné gracieusement. Ce n'est pas le régime de la grâce. Ça veut dire que le monde, la totalité des choses disponibles, n'est pas à prendre puisqu'il nous est donné. Le monde se donne et rien n'est à prendre, autrement dit, le monde est à recevoir. Il s'agit donc d'être réceptif, par opposition au vorace. Le rapport au monde pour Rabbi Akiva est celui de la réception.
ou plus exactement celui de la sensibilité, et non plus un rapport au monde qui soit celui de la voracité. Recevoir les choses de qui nous les donne sur gage signifie que cette réception des choses nous engage envers lui. Nous contractons une dette par cette réception. Le monde se donne aux hommes et les hommes, en le recevant, contractent une dette envers le monde. C'est ça que Rabbi Akiva dessine, un autre rapport au monde, un autre rapport à la nature, lequel rapport implique une dette à son égard. Cette réception des choses nous engage envers le monde. Sublime enseignement du Talmud. Si nous n'éprouvons pas de dette envers un monde d'où nous avons la jouissance, c'est parce que la civilisation occidentale et ses penseurs nous engagent à le consommer sans retenue. Nous croyons qu'il n'y a pas d'autre rapport au monde que sa consommation. Nous croyons l'avoir pris. Notre rapport au monde est un acte impérial, un acte de conquête. Nous croyons le posséder. Comme en témoigne la si navrante formule de Descartes, il faut se rendre maître et possesseur de la nature. On croit croquer dans le monde par petits bouts, nous dit encore René, comme en témoigne le grand mot d'ordre du libéralisme anglo-saxon, que chacun croque dans le monde autant que sa voracité le permet. Or, jamais nous ne le possédons. Jamais le monde n'est à soi, nous dit Rabbi Akiva. C'est ce qui fait que lorsque je mange une pomme, je ne la prends pas, je la reçois. Et de là vient que nous contractons une dette envers le monde chaque fois que nous en jouissons. Le corrélat du monde, qui se donne à prendre, c'est la voracité. Il suffit de croire que le monde se donne à prendre pour être tragiquement condamné à la voracité. Ce rapport à la nature expose les hommes au malheur, à savoir, l'homme est la cause de son propre malheur en s'exposant lui-même au danger. Enfin, pour terminer, troisième volet du film Koyanis Katsi, l'asservissement de l'homme par sa création. Le troisième acte est celui dont la structure narrative est la plus élaborée. On y voit l'homme occidental aliéné à sa propre création. Il est devenu un simple rouage du grand système hyper-industriel, qu'il a façonné de toutes pièces. L'homme n'est qu'un élément négligeable d'un ensemble immense. La frénésie de l'activité humaine et industrielle écrase les individualités. Dans cette partie, les êtres humains n'utilisent pas la technologie comme un outil, mais vivent plutôt la technologie comme un mode de vie. Dans une féerie visuelle, on voit la société de consommation qui ne cesse de croître à un rythme effréné. Les chaînes de production ne s'arrêtent jamais, confondant les petites mains qui assemblent à la chaîne avec les produits qu'elles façonnent perpétuellement à l'identique. Les injonctions publicitaires à consommer toujours plus sont martelées dans cette vie moderne. À différentes échelles, l'homme occidental n'est plus celui qui domine les éléments, il fait partie des éléments, noyé dans l'environnement techno-industriel qu'il a lui-même généré. Les images montée en accéléré dans cette troisième partie de Koyanis Katsi, montre l'homme qui évolue en une masse informe. Ces occidentaux qui se meuvent à grande vitesse et en plan d'ensemble y perdent toute singularité. Ils paraissent tous interchangeables. On les voit se succéder frénétiquement sur les escaliers mécaniques de métro dans une juxtaposition similaire et troublante avec une chaîne de production de saucisses. Audace visuelle exaltante. Tous les aspects de la vie de l'homme occidental moderne sont abordés dans un même flux continu. Travail, loisirs, repas, déplacements, temps libre. Ils produisent en masse. Ils consomment en masse. Ils sont à la fois les producteurs et les consommateurs. La vie tout entière est réduite à une routine, n'est devenue rien d'autre qu'une gigantesque société de consommation. Peut-être la séquence la plus célèbre du film, dite The Greed, est l'un des hommages les plus époustouflants à l'ingéniosité humaine qu'on ait jamais filmé. Sur la musique euphorique et vertigineuse, il s'agit de 11 structures musicales polyrythmiques qui s'entrechoquent en même temps pendant 21 minutes. Les feux de circulation deviennent une danse chorégraphiée. Le tapis roulant d'une usine de Twinkie fait voler, c'est des biscuits américains, fait voler la caméra à travers un supermarché et des bandes de phares rouges et blancs se précipitent sur l'autoroute comme des cellules sanguines dans une veine. En y regardant de plus près, on peut penser qu'il s'agit d'un commentaire social, l'accent mis sur les aliments transformés comme les hot dogs et les Twinkies, ainsi qu'un plan prolongé d'un point d'affichage de Las Vegas pourrait servir à souligner quelque chose de clinquant et d'artificiel dans la vie moderne. Mais cette séquence époustouflante, que je ne peux pas vous montrer, on n'aura pas le temps, dommage, montre aussi le degré remarquable d'efficacité de la vie moderne dépeinte comme une gigantesque machine. Si bien que s'il est difficile de la regarder sans ressentir paradoxalement un sentiment de fascination pour l'effervescence de cette civilisation vorace et un dégoût, ce serait incroyable. Ainsi, la condition de l'homme moderne est celle du consommateur travailleur. Hannah Arendt dénonce dans le danger de la société de consommation, laquelle emprisonne l'individu dans un processus sans fin en le rendant aveugle à la futilité d'une vie consacrée au travail et à la consommation. Impossible de ne pas penser à une scène devenue légendaire
de Charlie Chaplin dans son film Les temps modernes. Montrant un ouvrier pris dans les engrenages d'une gigantesque machine, Charlie Chaplin avait popularisé dès 1936 l'idée d'aliénation dans le travail mécanisé, décrite par lui pour la première fois au cinéma. Déracinement par l'exode rural, aliénation par le travail, nervosité et neurasthénie de la vie urbaine, mais aussi migration et mélange, tout semble se faire avec le même ennui. On pense à Dostoïevski dans ses carnets du sous-sol. Je cite « Donnez-lui toutes les satisfactions économiques, de façon qu'il n'y ait plus rien à faire qu'à dormir, avaler des brioches et se mettre en peine de prolonger l'histoire universelle. Comblez-le de tous les biens de la terre et plongez-le dans le bonheur consumériste jusqu'à la racine des cheveux. De petites bulles crèveront à la surface de ce bonheur comme sur de l'eau. » Dostoïevski. La caméra prend alors de la hauteur, s'élève dans les airs et filme la métropole vue de très haut, réduisant la ville à une fourmilière. L'image s'enchaîne avec celle d'un microprocesseur en gros plan. La transition est fluide, tant les deux plans riment visuellement et symbolisent la civilisation occidentale considérée dans son ensemble. Elle n'a pas plus guère de libre arbitre que les électrons du microprocesseur. La fantasmagorie visuelle de Reggio suggère que le produit principal de la civilisation américaine est la destruction de l'individualité et de la sérénité. La frénésie de l'activité urbaine alterne avec l'ennui et le vide intérieur des individus quand ils ne sont plus en train de produire. Véritable désenchantement du monde. Et arrive alors le bouleversement et l'avènement du visage, au sens lévinassien absolu. La caméra vient se poser, ça en revanche je vais vous le montrer, la caméra vient se poser au sol, au milieu du flot des gens qui circulent, et isole des individus dans la foule, en gros plan. Pour la première fois, après 1 heure de film, les individus ne sont plus figurés comme des entités abstraites, vues d'un œil distancié, mais au contraire, comme des singularités individuelles. Et ça change tout. Notre perception du citoyen occidental en est modifiée. Chacun des visages que vous allez voir révèle une préoccupante léthargie chez les citadins. Leur regard hagard reflète la prudence, l'engourdissement, l'incertitude, la curiosité souriante et la retenue méfiante. On peut lire sur leur visage que ce progrès qui les régit n'en finit pas de méduser leur conscience. Pour le dire avec les mots de Benny Lévy, commentant le texte de Lévinas intitulé « Le moi et la totalité », c'est comme si la totalité humaine, face à moi, m'offrait son visage. En transformant leur environnement, ils se sont transformés eux-mêmes. En aliénant la nature, ils ont fini par s'aliéner eux-mêmes. Je vous montre l'extrait.
Dans leur regard, je me suis souvenu d'une autre phrase de Béni dans La confusion des temps. La cité, c'est des semblables. Cela veut devenir des homogènes, des clones, en passant par des virtuels. C'est cela, la cité aujourd'hui, ce que j'appelle l'empire du rien. Et pour finir, l'épilogue. Koyaanisqatsi se referme sur son imagerie de départ avec le décollage d'une fusée, son élévation, puis évolue du sensationnel au stupéfiant avec la soudaine et saisissante explosion de la fusée et la chute de ses débris vers la Terre, le mythe d'Icare. Au demeurant, la structure du film renvoie donc ainsi au déclin de l'Occident d'Oswald Spengler, dont m'a parlé René, paru en 1918. Il assimile les grandes civilisations à des organismes vivants soumis à la dégénérescence biologique, évoluant en 5 phases. Elles naissent, croissent, se corrompent, déclinent et meurent, puis sont remplacées par de nouvelles au rythme de la lente pulsation des siècles. Ce regard de 90 minutes posé par le film sur la civilisation américaine, détaillant l'évolution de la relation de l'homme avec son milieu naturel, pourrait fort bien être celui posé sur nous par une intelligence extraterrestre avancée. Si en effet, une civilisation extraterrestre se représentait la Terre, la vie et notre ligne de temps, ce film serait totalement approprié. Mais à y regarder de plus près, il me semble que ce qui est dit dans Koyaanisqatsi en sous-texte est l'histoire d'un choc de civilisation. Un choc entre deux civilisations. Deux civilisations encapsulées dans un seul et même film. La civilisation américaine et la civilisation amérindienne qui l'a précédée sur le continent américain, symbolisée ici par la tribu Hopi. Comme si cette dernière, la tribu Hopi, observait avec recul et distanciation la première, américaine. Le titre même du film renvoyant à cette civilisation dite primitive, ainsi que les images d'art rupestre qui ouvrent le film et le referment, comme une parenthèse qui illustre le point de vue d'un observateur. C'est comme si la sagesse d'une vieille civilisation observait ce qu'advenait de la civilisation qui s'est suppléée à elle. Comme une sorte d'ethnologie inversée. Ce ne sont pas les civilisations avancées qui explorent les sociétés indigènes, c'est dans Koyaanisqatsi une culture indigène qui explore une civilisation dite avancée, la nôtre. C'est comme si on nous donnait à voir le monde dans lequel nous vivons à travers les yeux de cette culture indigène, à travers sa subjectivité. C'est aussi en cela que l'on peut parler d'un choc de civilisation à l'intérieur du même film. Tout le dit, de son titre, de son plan d'ouverture jusqu'à son plan final, la culture Hopi chapeaute tout le film. Le film serait une sorte de réponse au fameux premier long-métrage documentaire de l'histoire, Nawok, l'Esquimau, puisque c'était un film qui incarnait le regard posé par un Américain sur une société indigène. Koyaanisqatsi est donc l'inverse de son devancier, Nawok, l'Esquimau, où cette fois, c'est l'indigène qui porte un regard sur l'occidental moderne. D'où l'ambivalence qui nous était apparue tout au long du film et qui se lève complètement en comprenant réactivement le sens du film tel que je vous l'annonce. Une remarque du chef Hopi, David Monoyi, à Godfrey Ridgio donne l'éclairage qu'il fallait pour comprendre les visions du monde totalement opposées qui sont celles de la culture Hopi et de la civilisation occidentale. Voici ce qu'il lui a dit. Tout ce que vous appelez normal, nous l'appelons anormal. Tout ce que vous appelez sain, nous l'appelons malsain. Notre moment de vérité est votre moment de fausseté. C'est tout ce que ce film illustre selon moi. Godfrey Ridgio a un jour laissé échapper cette confidence qui renforce ma vision. Voilà ce qu'il a dit. J'ai ressenti une certaine synchronicité avec les Hopi au niveau de la vision du monde. Il a dit ça en l'an 2000, bien tard. J'ai utilisé leurs catégories subjectives pour observer le monde. Et ce faisant, j'ai offert aux gens un moyen de revoir le monde, de revisiter leur sens de la vie quotidienne ordinaire. Mon film est un effort métaphysique, un effort pour renommer notre civilisation à travers leurs yeux. Je termine avec ça, cela me fait penser à une anecdote historique dont je trouve que l'on ne prend pas toujours la mesure. Elle reflète idéalement la conclusion que je viens de tirer. Un jour de juin 1978, sur le campus bondé de l'université d'Harvard, le dissident russe et prix Nobel de littérature, Alexander Solzhenitsyn, a été invité à prendre la parole.
Lui qui avait passé une grande partie de sa vie à révéler avec courage et génie, il faut lire l'archipel du Goulag pour comprendre le génie littéraire, lui qui révéla la vérité sur un régime soviétique totalitaire, se mit ce jour-là, à la stupeur des étudiants d'Harvard et de leurs profs, à révéler la vérité à une civilisation américaine qu'il avait pourtant hébergée en héros. Vous voyez le parallèle que je fais avec ce que je viens de vous dire sur Clovis Cathy. Cette fois, c'est le regard de ce dissident hébergé en Amérique. On pense qu'il va massacrer son pays d'origine. Eh bien, écoutez, la promotion d'Harvard 78 s'attendait à une diatribe contre le communisme et un éloge de son Amérique d'adoption. Mais ces mots ne sont jamais venus. Solzhenitsyn apporta un message différent qui nous donnera notre conclusion. Je cite Solzhenitsyn à Harvard en 78. La devise de Harvard est Veritas. La vérité est rarement douce à entendre. Elle est presque toujours amère. Mon discours d'aujourd'hui contient une part de vérité. Je vous l'apporte en ami, non en adversaire. Il est temps, à l'Ouest, de défendre non pas les droits de l'homme, que ses devoirs. Non pas tant les droits de l'homme que ses devoirs. Si l'on me demandait si je pouvais proposer l'Ouest en son état actuel comme modèle pour mon pays, la Russie, il me faudrait en toute honnêteté répondre niet. Non, je ne prendrai pas votre société comme modèle pour transformation de la nôtre. Après avoir souffert pendant des décennies de violence et d'oppression, l'âme humaine aspire à des choses plus élevées, plus pures que celles offertes aujourd'hui par les habitudes d'une société massifiée, forgée par l'invasion révoltante de publicité commerciale, par l'abrutissement télévisé et par une musique intolérable. C'est drôle ça. Comment l'Ouest a-t-il pu décliner de son pas triomphal à sa débilité présente? Nous avons tourné le dos à l'esprit, E majuscule, et embrassé tout ce qui est matériel avec excès et sans mesure. Le nouveau mode de pensée qui est devenu notre guide n'admettait pas l'existence d'un mal intrinsèque en l'homme et ne voyait pas de tâche plus noble que d'atteindre le bonheur sur Terre. Nous avions placé trop d'espoir dans les transformations politico-sociales et il se révèle qu'on nous enlève ce que nous avons de plus précieux, notre vie intérieure. Notre tâche sur Terre doit être l'accomplissement d'un dur et permanent devoir, de sorte que le chemin de notre vie devienne l'expérience d'une élévation avant tout spirituelle, pour que nous quittions cette vie en étant de meilleures personnes que lorsque nous y sommes entrés. Seul un mouvement volontaire de modération de nos passions, on pourrait dire, ajouter de nos voracités, peut élever l'homme au-dessus du courant du matérialisme. Merci.